Après le mouvement des Gilets jaunes, celui des gyros bleus, le gouvernement doit faire face également à la montée en puissance des enseignants et de leur stylo rouge depuis mi-décembre. 60 000 profs en colère qui s'estiment oubliés par le gouvernement, notamment après le discours d'Emmanuel Macron. Ils veulent à leur tour se faire entendre. Alors que revendiquent-ils? Comment se mobilisent-ils concrètement? Et jusqu'où sont-ils prêts à agir eux aussi? Que proposent-ils de plus que les syndicats? Et vous, est-ce que, chers internautes, vous comprenez la colère des professeurs? Vous êtes à peu près 60% pour le moment à dire que oui. Voilà le sujet du jour dont on va parler aujourd'hui avec nos décrypteurs. Marie-Estelle Pêche, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro, vous êtes spécialisée sur les questions d'éducation. D'où vient ce mouvement qui prend forme sur les réseaux sociaux et quelle est son ampleur? Expliquez-nous un petit peu d'où ça vient. Alors, c'est un mouvement qui s'est créé peu après les annonces d'Emmanuel Macron concernant les augmentations potentielles salariales des forces de l'ordre. Et les enseignants se sont dit, et nous aussi on fait partie de la fonction publique et on n'a rien. On n'a pas été on n'est même pas cité par le président de la République. Il y a une forme de mépris. Et si vous voulez, les enseignants à qui j'ai parlé, c'est les 6 administrateurs du groupe Facebook qui ont donc créé ce groupe des stylos rouges, qui est d'ailleurs un terme très marketing, hein, finalement, gilet jaune, stylo rouge, on prend un petit ustensile comme ça très symbolique et ça marque les esprits. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui encore. Et ils se parlent entre eux sur des petits groupes Facebook, sur les réseaux sociaux, et tous se plaignent un petit peu de leur niveau de salaire, de leurs conditions de travail, etc. Donc ils décident, après les annonces du président de la République, de former un groupe plus important pour discuter. Et très vite, ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont 5 000 personnes qui veulent rentrer dans le groupe, puis 10 000. Aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 60 000 membres sur ce groupe. Ce qui est assez important, ça doit représenter à peu près, je ne sais pas, mais je pense 6 à 7% des enseignants français, ils sont 880 000. Donc ce n'est pas non plus majoritaire, évidemment, mais c'est assez significatif pour être, disons, assez représentatif, je pense, de l'état d'esprit des enseignants. Et en si peu de temps, puisque en effet le mouvement existe donc depuis à peu près mi-décembre, donc c'est allé assez vite. Chaque jour, le nombre de membres augmente considérablement. Et surtout, l'idée d'une communauté sur Facebook, ça permet de voir, d'estimer si les mécontents sont nombreux ou pas assez rapidement, de voir si la grogne est sérieuse ou si ça représente uniquement une poignée d'hommes. C'est l'avantage des réseaux sociaux là-dessus. Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup se plaindre. Et c'est vrai que ce groupe Facebook, j'ai pas mal circulé pour voir un peu ce qui se disait, on est beaucoup dans la plainte, donc la plainte à juste titre, peut-on considérer, mais enfin, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire des gens qui se plaignent de leurs conditions de travail, de leur salaire, de la sécurité ou de l'insécurité, enfin de l'insécurité de leur sur leur lieu de travail, de la mauvaise perception du métier d'enseignant dans la population française, de la mauvaise estime liée aux conditions de travail. C'est-à-dire que les gens, disent-ils, pensent qu'on a beaucoup de vacances et qu'en fait on ne fait rien pendant les vacances, alors qu'en fait on travaille. Ils pensent qu'une fois qu'on a fait nos 18 heures ou 15 heures hebdomadaires de cours devant les élèves, on rentre chez nous, on est devant la télévision et on fait rien, alors qu'en fait c'est pas vrai, on travaille très tard, etc. Et puis on est très mal payé, on a tous des bacs plus 5 et en fait on n'est pas mieux payé que quelqu'un qui aurait un bac. Voilà, donc on est dans la complainte. Après, c'est le moment. C'est un peu le moment on est dans d'exprimer son malaise. Après, c'est le début, oui. C'est ce qu'ils disent, ça fait un mois que ça a été créé. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de mode d'action vraiment très précis qui se dégage de ce groupe. Alors, hier soir, ils étaient réunis en assemblée générale à Créteil, enfin une centaine d'entre eux, et ils m'ont dit on va tenter de mener des petites actions locales les mercredis et samedis. Voilà. Donc ça veut dire sont-ils capables de mener une action nationale? Ils sont peut-être encore en réflexion là-dessus, on n'est pas encore sur les modes précis d'action. Voilà, ils sont toujours en réflexion. Voilà, on est en réflexion, on est en mobilisation sur les réseaux. L'état d'esprit derrière tout ça, c'est l'opportunité des Gilets jaunes pour manifester son malaise, une opportunité qui est à saisir. Alors, c'est d'abord le mouvement Pas de vague, en vérité. Celui qui est né sur Twitter pendant les vacances de la Toussaint. On a vu pas mal d'enseignants, effectivement, qui se sont plaints de l'insécurité et de l'absence surtout de protection de leur hiérarchie quand ils ont des problèmes d'autorité vis-à-vis d'un élève ou des problèmes de violence.
Ça part de là. Et ça n'a pas tellement pris ça. Alors si, ça a pris dans le sens où le ministre a quand même réagi. Là, on attend un plan violence. Il y a déjà plusieurs mesures qui ont été annoncées par le ministre de l'Éducation. D'autres vont être annoncées fin janvier, début février, toujours concernant la violence scolaire. Donc quand même, le politique s'est saisi du sujet. Donc ça a eu un vrai impact. Et donc cet effet de pas de vague qui est né aussi sur les réseaux sociaux. Et puis l'ambiance gilet jaune, évidemment, ce côté, tout se passe sur les réseaux sociaux, on discute entre nous en direct, on crée nos revendications de façon collaborative. Effectivement, ils se sont également inspirés des gilets jaunes, même s'ils se tiennent à distance. Le gouvernement est relativement fébrile en ce moment, c'est le moment de frapper peut-être un petit peu plus fort. J'ai vu une enseignante lors de la manifestation, donc une stylo rouge, lors de la manifestation qui accueillait Macron à Créteil hier. Il était venu faire un déplacement pour l'inauguration d'un centre de handball. Elle m'a dit, il y a une fenêtre de tir, il faut qu'on la saisisse, il faut qu'on se mette dedans pour qu'on essaie de récupérer de l'argent. En gros, c'est ça. Ça donne des ailes. Revendications. Alors, quelles sont-elles, justement, ces revendications précises des stylos rouges? Que demandent-ils au fond? Un stylo rouge va venir nous le dire dans quelques instants sur le plateau. En attendant, je propose qu'on écoute les motivations de la cofondatrice du mouvement. Elle s'appelle Sam. C'était sur RMC le 31 décembre. Écoutez. Ce qu'on demande, c'est surtout une bienveillance de la part de notre gouvernement envers nous et surtout envers les élèves. Le problème, c'est qu'on a l'impression que notre propre patron n'est pas bienveillant envers nous et par conséquent, on n'a pas une bonne image au sein de l'opinion publique et on a très envie de rétablir ça. Les syndicats portent ces problèmes-là depuis un moment. Nous voulons juste essayer quelque chose de nouveau, tout simplement. C'est plutôt une suite du hashtag pas de vague. Nicolas Glière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de lettres modernes dans un collège du 20e arrondissement de Paris et vous avez rejoint ce fameux mouvement des stylos rouges. Alors, qu'est-ce que vous réclamez vous, précisément? Il semble que vos revendications salariales du début soient en train un petit peu d'évoluer. N'évolue pas, le manifeste reste très clair. On a 3 revendications principales, 3 points principaux. Pour ce qui est des salaires, nous voulons 40% de revalorisation parce que nous avons eu 40% de baisse de notre pouvoir d'achat depuis 1983. C'est très simple. Nous avons aussi une revendication et nous voulons une augmentation de notre salaire net. Les petites primes, cherchant à diviser en fait notre mouvement notamment, données à l'un et pas à l'autre, ne suffiront pas. Nous voulons notre salaire. À cette prime des 3 000 € annuels qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer pour les enseignants d'éducation prioritaire renforcée, par exemple? Tout à fait. Et qui ne concerne pas, en effet, tout le corps enseignant? Loin de là, vraiment loin de là. Nous avons des demandes, des exigences pour ce qui concerne le nombre d'élèves par classe. Nous estimons que 24 élèves par classe, voire 19 dans les ZEP, serait bien mieux pour eux comme pour nous, de bonnes conditions de travail concrètement. Nous voulons l'abolition de la journée de carence immédiate, c'est un impôt. Ça représente l'équivalent, si on a 2 journées d'arrêt maladie, concrètement, ça représente exactement la taxe d'habitation. Donc c'est assez amusant quand même d'aller la supprimer d'une part pour la restaurer en cachette d'autre part. Les entreprises où elle est parfois appliquée à 3 jours de carence dans les entreprises, 70% des salariés bénéficient la journée de carence est compensée pour eux. Ce n'est pas notre cas. On n'a pas cette bienveillance de la part de notre employeur, l'État. Autre revendication très importante, l'abolition de cette réforme du lycée et des lycées, généraux et pros, qui n'a été créée que pour supprimer des postes. Chaque suppression de poste, concrètement, c'est plus d'élèves par classe, plus de difficultés à faire le métier. Puis un rétablissement de l'autorité dans les classes ne peut se faire qu'avec la bienveillance du ministère à notre égard, plus d'omerta. On arrête d'étouffer les affaires de harcèlement qui existent bel et bien de la part de la hiérarchie. On demande de la bienveillance aussi de la part des inspecteurs, donc hiérarchie tant administrative que pédagogique. C'est ce que vous appelez la bienveillance de l'État? Ça veut dire quoi précisément? L'exigence de la bienveillance de l'État, pour reprendre les termes exacts de votre manifeste. En gros, le terme bienveillance, c'est le terme qui nous est sans arrêt envoyé. On n'en peut plus de ce terme. Il est insupportable. Oui. Donc soyez déjà bienveillants avec nous, vous, gouvernement, vous, ministère de l'Éducation, vous, rectorat. Vous, hiérarque, comportez-vous bien. Hashtag, ça a donné quoi? Rien, aucune réponse en face. Le ministère n'a pas réagi. On a eu « ah oui, on vous comprend ». Et dans le concret, des sanctions pour ceux qui ne relaient pas ce qui se passe dans les écoles,
des sanctions pour certains personnels qui sont dénoncés comme harceleurs. Rien. Rien. En effet, Jean-Michel Blanquer a répondu à votre mobilisation en jouant la carte un peu de la compréhension. Je vous comprends, je n'ai aucun problème avec vos revendications, je suis d'accord avec votre diagnostic. Vous sentez qu'il n'est pas réceptif, qu'il n'est pas réellement en phase avec ce qui compte pour vous. Il a l'air quand même sincère sur ces questions-là. Mais à titre personnel, je pense qu'il l'est. Monsieur Blanquer n'est pas le problème, c'est l'institution le problème, telle qu'elle fonctionne. Le principe d'omerta, le principe gestionnaire. Le ministre nous gère avec de l'argent uniquement. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération l'humain, il ne prend pas en considération nos conditions de travail. On a fait un bac+5, passé un concours exigeant, on s'occupe de l'avenir des générations, du pays. C'est-à-dire que ça peut paraître grandiloquent, c'est une réalité. Notre boulot est utile, on fait un métier utile. Nous, c'est sur le long terme en fait, qu'on construit. On rapporte de l'argent sur le long terme. Aujourd'hui, on ne voit que le court terme. Donc on aimerait effectivement qu'il y ait des réponses concrètes, réelles, sur nos salaires. Pas des primes, les salaires. Donc c'est vraiment à lui, c'est au ministre, c'est au gouvernement que vous en voulez. Les revendications ne sont pas plus générales sur un ras-le-bol d'un malaise profond en fait de votre profession, qui est beaucoup plus profond que juste ciblé sur ce ministre en particulier. Exactement. C'est un malaise profond qui dure depuis 35 ans. Les professeurs qui partent en dépression à quelques années de la retraite parce qu'ils sont parfois écrasés, opprimés, menacés, empêchés de s'exprimer, pas aidés, mis la tête sous l'eau. Des jeunes collègues qu'on balance dans des établissements très difficiles en début de carrière, sans aide, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut vraiment cette bienveillance de la part de la hiérarchie. Cette bienveillance, elle doit être faite en actes. Monsieur Blanquer, là pour le coup, nous le ciblons, veut réformer le code de l'éducation. Savez-vous pourquoi? Pour, en gros, nous empêcher de parler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est le code de l'éducation? Est-ce que vous pouvez préciser? Le code de l'éducation, ce sont les règles un peu de fonctionnement de l'éducation nationale. En gros, pour aller très vite. Ils veulent réformer pour nous empêcher de nous exprimer ou que pour le hashtag pas de vague existe. Avec cette règle, on serait sanctionné. C'est la réponse de M. Blanquer. Elle est incroyable. On a lu des faits terribles sur ces hashtags, des faits qui sont décrits, qui sont épouvantables sur les conditions de travail, le manque de suivi, le fait d'étouffer les affaires. Et la réponse, c'est on va encore plus vous opprimer, on va vous étouffer, on va vous faire peur, on va vous infantiliser. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? On ne la tolère pas. Donc selon vous, il a des réponses qu'il pourrait vous donner qui sont différentes, qui sont réalistes, qui sont réalisables. Et le problème ne vient pas uniquement d'années et d'années d'accumulation de problèmes sur cette profession qui tombent sur ce ministre et sur cette période pour vous. Mais ça fait longtemps que ça dure, ce malaise. C'est ça qu'on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, ça déborde. Parce que c'est le moment. Est-ce que c'est pas parce que c'est les gilets jaunes qui favorisent cette remontée peut-être du malaise? Mais bien entendu, on ne va pas se cacher. Bien sûr que leur mouvement a en partie inspiré. Mais nous sommes un mouvement de corps de métier. C'est le malaise enseignant. C'est le malaise des personnels de l'éducation nationale. Je veux dire, on parle aussi des CPE, des surveillants, enfin, tous ces gens qui s'occupent des élèves sur le terrain à longueur de temps et dont on ne s'occupe pas, qu'on n'écoute pas. Pour ce qui est de M. Blanquer, voilà, il faut qu'il réponde par des actes forts, concrets, qu'il nous entende réellement. Sa compréhension est bien gentille, mais pardonnez, on s'en moque tant qu'elle n'est pas suivie d'actes. Ça fait 8 ans que vous enseignez les lettres particulièrement. Est-ce que vous avez vu une évolution au cours de ces 8 années d'enseignement sur vos conditions de travail, sur la reconnaissance de cette profession vis-à-vis du gouvernement, par exemple? Pour être très sincère, je n'ai pas vu beaucoup de différence. La situation s'est dégradée plus tôt. Donc en fait, moi, j'ai beaucoup discuté, échangé. J'ai lu énormément de témoignages ces derniers temps, mais aussi depuis que j'ai commencé à travailler. Beaucoup de gens relaient des choses qui se passent. Vous savez, on est recrutés sur le même concours, tous, au même moment. Et on est dispatchés, c'est un peu la loterie. On est balancé un peu, alors telle personne va être dans un établissement qui roule, comme on dit. Tout se passe bien. Le chef d'établissement est bien, les élèves sont bien, parce que ça compte aussi. Il faut arrêter de faire de l'omerta à ce sujet-là aussi. Des élèves perturbateurs, ça existe malheureusement, et il n'y a aucune réponse non plus. D'autres sont envoyés au casse-pipe concrètement, et rien n'est fait non plus. Donc nous, on aimerait qu'il y ait plus d'harmonisation à ce niveau-là, qu'il y ait de l'aide pour que ça se passe bien partout concrètement. Alors, quelles actions concrètes justement vous pouvez mener? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller dans cette mobilisation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment allez-vous vous y prendre? Alors, on est un mouvement neuf, récent, on est en train d'en débattre. Des AG ont lieu cette semaine, un peu partout. On est en train de réunir les informations, d'envisager de nombreuses actions.
Nous ne fermons la porte à aucune. Notre but, c'est de nous faire entendre et d'avoir gain de cause. Parfait. Alors, on le voit avec les stylos rouges, mais on a déjà pu le constater avec les gilets jaunes. Le rôle des syndicats, finalement, est remis en cause. Sont-ils encore légitimes pour porter les revendications des professeurs? Ont-ils encore un rôle à jouer? Voici la réponse du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur la question. Il était l'invité du grand jury d'RTL LCI Le Figaro dimanche dernier. Écoutez. J'ai vu en effet que l'on disait que c'était lié à une crise des organisations syndicales. Je pense que c'est en partie vrai. Moi, si vous voulez, les organisations syndicales, je parle avec elles et je joue le jeu du dialogue social. Mais quand vous lisez la littérature syndicale, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qu'ils ne sont jamais écoutés, qu'on ne fait pas attention à eux. À force de dire de la part des syndicats, de dire qu'il ne se passe rien. Quand vous avez les élections professionnelles, d'être à celui qui critiquera le plus sans jamais reconnaître telle ou telle avancée. Bien à la fin, les gens finissent par penser ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, ils disent, les syndicats, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je ne souhaite pas qu'on se dise ça. Je pense qu'on a besoin de syndicats forts, mais de syndicats forts et constructifs. Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres dans l'Académie de Lille. Oui. Vous êtes secrétaire général du SNES-FSU, donc syndicat de la profession. Comment vous percevez ce mouvement des stylos rouges? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous pique un peu votre boulot? Je ne crois pas. Je crois que c'est une autre façon d'exprimer, de médiatiser ce que les organisations syndicales et notamment le SNES-FSU dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il y a eu des tas de signaux d'alerte, le fait qu'on ait du mal à pourvoir les postes, alors c'est plus sensible dans certaines disciplines, mais c'est quand même assez global. Le fait qu'on commence à avoir une augmentation du nombre de démissions d'enseignants, qu'il y a véritablement un malaise, qu'on voit que les jeunes étudiants se destinent beaucoup moins vers les métiers de l'éducation, notamment pour des raisons salariales. Le problème, c'est qu'on est face à un gouvernement qui a cherché à discréditer ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à expliquer qu'on n'avait pas besoin de les entendre, qu'ils ne représentaient pas grand-chose. Alors, on vient d'avoir des élections professionnelles dans la fonction publique. On voit que dans l'éducation, c'est encore un secteur où les gens ont voté beaucoup, ce qui montre qu'ils ont envie de dire des choses. Mais s'il faut passer aussi par des formes de médiatisation plus larges, pourquoi pas? Donc vous êtes pour une espèce de convergence des luttes du moment qu'elles défendent la même cause. Oui, Il n'y a pas de confusion des genres, selon vous? Non, si j'ai viens d'écouter mon collègue, les revendications qui sont portées sur la limitation des effectifs par classe, nous, ça fait longtemps qu'on dit pas plus de 20 en éducation prioritaire, pas plus de 25 en collège, pas plus de 30 en lycée. En ce moment, on a 80% des secondes qui sont à 30 et plus élèves. Donc, sur les salaires, on sait, on l'a dit, on commence maintenant un jeune prof avec effectivement 5 ans d'études après le baccalauréat, commence à un SMIC,2. Il doit en plus se loger, il doit acheter en général du matériel. Beaucoup s'en plaignent, ils n'y arrivent pas. Et puis la question du respect. Parce que moi, ce qui m'a frappé à travers le mouvement des stylos rouges, mais c'est quelque chose que l'on vit syndicalement, c'est le sentiment de manque de reconnaissance. L'idée qu'on ne parle jamais de l'éducation nationale, sauf pour souligner des problèmes quand il y a vraiment un incident grave dans un établissement, qu'on est de plus en plus assommé de prescriptions. C'est vrai que vous êtes en collège, moi je suis en collège, on me dit il faut évaluer les élèves comme ceci, il faut faire cela, il faut assister à tant de réunions, enfin, sentiment de contraintes et de contraintes qui ne vont pas dans le sens d'un apport pour les élèves, parce que si c'était pour améliorer l'acte d'enseignement, ça aurait un sens, mais ça n'est même pas le cas. Et puis, le sentiment aussi d'être méprisé. Je prends un exemple très concret. Il vient d'avoir une consultation sur les nouveaux programmes du lycée. Le ministère n'a jamais communiqué sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les résultats de la consultation. En même temps, il y a une instance qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation où il y a les parents d'élèves, les représentants des lycéens, des organisations syndicales. Certains programmes obtiennent 0 voix. 0 voix. Que fait le gouvernement? Que fait l'éducation nationale? Rien. On ne change rien. Donc, évidemment, ça provoque de la colère. Est-ce que, par exemple, certains membres de votre syndicat rejoignent ce mouvement? Est-ce que c'est compatible?
Ah, mais je sais qu'il y a des collègues syndiqués qui se sont inscrits sur la page Facebook, oui, bien sûr. Qui sont prêts donc à rentrer dans ce mouvement et à agir si l'occasion se présente, à agir de façon plus je pense plus radicale. Voilà, la force d'un syndicat, c'est de pouvoir essayer de rassembler et d'avoir des modalités d'action qui permettent un collectif très large. Par exemple, nous, on a fait une intersyndicale hier, y compris avec les organisations lycéennes. On se dirige vers une série d'actions diversifiées au mois de janvier et un mouvement de grève fin janvier. Mais évidemment, tout ce qui pourra alimenter, faire que des collègues qui jusqu'ici hésitent à se mettre en grève, hésitent à participer aux manifestations, se disent allons-y parce qu'il y a un mouvement très large, c'est évidemment tout à fait porteur. Le ministre Jean-Michel Blanquer, on vient de l'entendre, est dans un dialogue avec vous quand même depuis quelque temps. Est-ce que, selon vous, ça a conduit quand même à certaines avancées que vous pouvez considérer comme concluantes? Est-ce qu'il y a vraiment absolument rien qui n'a bougé depuis ces négociations? Est-ce qu'il n'y a pas quelques avancées notables? Écoutez, je les cherche, parce qu'on a eu quelques avancées sous le gouvernement précédent avec un protocole sur les carrières qui a apporté quelques améliorations. Mais ce gouvernement a déjà retardé le calendrier de la mise en œuvre des mesures. Il augmente la CSG. Pour nous, c'est à peine compensé, c'est mal compensé, c'est-à-dire que les fonctionnaires et notamment les personnes d'éducation nationale sont pénalisés. Ça a été dit, il y a le rétablissement du jour de carence. Et le ministre est en train de supprimer dans le second degré l'équivalent de 2450 postes et il dit ça ne va pas avoir d'effet. Alors ça fait hurler les profs. Quels sont les postes qui vont être supprimés pour qu'on comprenne bien ces fameux 2500 postes à peu près qui vont être supprimés? Ce seront des postes d'enseignants? Ce sont des postes d'enseignants. Ah oui, parce que par ailleurs, il y a des postes administratifs. Voilà, c'est pas ceux-là de l'éducation nationale qui sont concernés. Je prends mon académie qui est celle que je connais particulièrement, l'Académie de Lille, avec beaucoup de publics défavorisés. On a quand même 20% des gamins qui sont en éducation prioritaire. On va perdre plus de 280 postes, 285 je crois exactement. Ça veut dire des classes de plus en plus chargées, ça veut dire une difficulté d'exercice du métier accrue. Et on a un ministre qui dit mais non, ça n'a aucun effet, c'est évidemment très mal perçu. Alors, c'est ce qu'on entendait toujours pareil, un tout petit peu dans les propos de Jean-Michel Blanquer. À force de dire non, rien n'a bougé, ça ne marche pas, ça n'avance pas dans le bon sens, est-ce qu'il n'y a pas ce risque finalement qu'on dise que les syndicats ne servent plus à rien? Est-ce que ça ne vous décrédibilise pas un petit peu dans votre action? Non, parce que je citais le protocole sur les carrières. On a obtenu par exemple aussi, et le SNES avait beaucoup insisté sur la question de l'éducation prioritaire, on a obtenu qu'il y ait un petit allègement du temps de cours dans ce qu'on appelle les REP+, c'est-à-dire les établissements les plus durs de l'éducation prioritaire, où les profs ont un petit peu de temps d'enseignement dégagé pour pouvoir un peu discuter entre eux, souffler, parce qu'on a affaire à des conditions de travail difficiles et où il faut pouvoir aussi avoir le temps éventuellement de faire appel à l'assistante sociale, au psychologue, à l'infirmière, etc. Donc il y a des choses qu'on arrive à arracher, c'est le fruit des luttes syndicales, mais là on est vraiment dans un moment un peu de blocage, parce que la seule réponse au pouvoir d'achat, c'est de dire c'est les heures supplémentaires. Alors, comment le ministre de l'Éducation nationale conçoit-il le fond de cette crise des enseignants qui se manifeste aujourd'hui et quel rôle peut-il y jouer? Écoutez ces propos qui sont tenus là encore sur le plateau du grand jury RTL LCI Le Figaro. Je suis d'accord avec le point de départ, avec le diagnostic posé par des mouvements comme les stylos rouges ou même ce que les organisations syndicales ont pu me dire sur ces sujets. Je le sais moi-même, j'étudie ces questions, je sais très bien qu'on a un problème de pouvoir d'achat des professeurs et pas depuis hier. Depuis le début des années 90, il y a un sujet en la matière. Maintenant, ce sujet, je l'ai pris à bras-le-corps depuis que je suis arrivé. Les choix budgétaires que je fais sont des choix budgétaires en faveur du pouvoir d'achat des professeurs. Voilà donc la deuxième partie de cette émission, les décrypteurs consacrés à ce mouvement des stylos rouges que vous représentez aujourd'hui en force et en rouge. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Emergent nous a rejoint sur le plateau.
pour relayer donc les questions, les réactions des internautes. Jean-Baptiste, une première réaction peut-être? Oui, alors beaucoup de Depuis le réactions, début. effectivement, ça fait réagir. Il y a JP. JP, il vous demande si le grand débat national pourrait vous apporter des réponses. Est-ce qu'il y a des opportunités? Vous allez pouvoir y participer? Est-ce que vous avez l'impression que ça va vous apporter des solutions? Pour l'instant, c'est pas grand-chose Oui, sur l'organisation c'est assez flou et large, mais vous ces vous débats. attendez quelque chose? Est-ce que vous l'air quand même- l'espérez? il a l'air quand même déjà très cadré, puisqu'on explique tout ce Oui, qui il y a ne des sujets pourra interdits. pas Thématiques sont déjà être préétablis. discuté. Tout ce qui ne doit pas être dedans. Tout ce qui ne doit pas être Ça, on le dedans. Donc ça rend un peu méfiant quand même. Ça vous laisse l'occasion peut-être de proposer quelque chose d'autre, au contraire. C'est une occasion de se placer et de Oui, dire... mais, non, oui, puisque oui, vous mais ne de même pensez qu'il y a pas- des cahiers de doléances en ce moment dans un certain nombre de mairies, et il y a aussi des enseignants qui justement ils portent un certain nombre de demandes. Oui. Quand on regarde en profondeur, avant de revenir sur ces revendications précises, Marie-Estelle, cette question est pour vous. D'un peu plus près, est-ce que les enseignants français sont vraiment moins bien payés qu'ailleurs, en Europe par exemple? Alors, c'est vrai pour les enseignants de primaire, de l'école primaire, ceux qui travaillent donc en maternelle et en primaire, ils sont effectivement moins bien payés que la moyenne des enseignants des pays de l'OCDE. C'est quelque chose qui a été dit et redit et qui est reconnu par les gouvernements qui se succèdent. Pour les enseignants du secondaire, c'est un peu plus nuancé. C'est vrai en début de carrière, ils sont moins bien payés que dans la moyenne des pays de l'OCDE. En revanche, en milieu de carrière, fin de carrière, ce retard est rattrapé. Donc C'est ce que nous disent les... l'évolution est notable et plus importante peut-être que dans d'autres pays, l'évolution salariale. Oui, et puis c'est vrai que dans l'enseignement secondaire, vous avez, les professeurs peuvent faire des heures supplémentaires. Ils peuvent faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, heures supplémentaires par semaine, qui sont évidemment rémunérées et qui s'ajoutent à leur traitement. Donc ça peut compenser en partie la faiblesse de leur traitement, ce qui n'est pas le cas, en tout cas beaucoup moins le cas pour les enseignants de primaire qui n'ont pas ces primes, ou en tout cas ces heures supplémentaires possibles. Après, le gouvernement, Madame Rollet le rappelait tout à l'heure, il y a eu des efforts ont été faits quand même sur le PPCR, c'est-à-dire l'augmentation des salaires en début de carrière, notamment que ce soit en primaire et dans le secondaire ces dernières années. Des choses ont été faites. On ne peut pas dire que tout soit gelé sur les salaires enseignants depuis 10 ans, comme on peut l'entendre parfois sur certains forums de discussion. Nicolas Glière, ça ne suffit pas, mais les faits sont là, vous êtes d'accord ? Pas entièrement, loin de là, pour une raison simple. Les heures sup sont une possibilité, d'accord, mais quand le ministère et l'INSEE des gens pas forcément favorables à nous dans l'ensemble, estiment que notre temps de travail est à 43 heures hebdomadaires, j'estime que nous expliquer qu'on veut nous augmenter en nous donnant des heures sup à faire est indigne. On ne demande pas des heures sup, on demande à être payé pour le travail qu'on fait et pour notre rôle et notre utilité sociale. Voilà, c'est clair. Donc des heures sup, on n'en veut pas. Les heures sup, elles contribuent à supprimer des postes. Chaque heure sup, c'est des postes en moins, concrètement. Donc c'est en partie, encore une fois, divisé pour mieux régner, une des grandes politiques Après, il y a des classiques. enseignants qui sont quand même satisfaits de faire des heures sup. On ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'ai des amis qui sont enseignants qui étaient, par exemple, contents, à l'époque de Sarkozy, d'avoir des heures sup défiscalisées. Et là, avec c'est le retour des heures sup défiscalisées. Donc, ils gagnent en moyenne, s'ils font 1 ou 2 heures sup, 300-400 euros par an. C'est pas énorme. C'est un peu de beurre dans les épinards. Oui, donc pour nuancer, même dans le second degré, les enseignants français sont moins payés que ceux de l'UE en moyenne. Parce que dans le second degré, il y a plusieurs corps aussi. Alors c'est vrai que si vous êtes agrégé, vous avez une grille salariale plus favorable que si vous êtes certifié, ou c'est la même grille salariale que les professeurs des écoles. Non, mais c'est pour ça que c'est toujours compliqué de parler en moyenne, parce que la masse, ce sont quand même les certifiés. Et qui ont exactement la même grille salariale que les enseignants du premier degré. Quant aux heures supplémentaires, quand on regarde les travaux qui sont faits par l'organisme statistique du ministère, il dit qui n'en fait pas. Les femmes, beaucoup moins, parce que souvent, c'est quand même elles qui... Voilà, il y a des représentations sociales qui font que les jeunes profs, les profs en fin de carrière parce qu'ils sont fatigués, et puis en éducation prioritaire parce que c'est particulièrement difficile. Donc c'est extrêmement inégalitaire. Alors attendez, justement, est-ce qu'il y a des inégalités aussi, on peut poser la question, sur le territoire national français? Est-ce que par exemple des professeurs parisiens ont des salaires plus importants que des salariés de province? Alors, non, la grille est la même. Absolument pas, il y a pire. C'est que, là je pense, voilà. Imaginez, nous avons une indemnité, c'est à mourir de rire, qui s'appelle l'indemnité de résidence. 3 zones. La première, on est dans un coin
peu peuplées, etc., où les loyers ne sont pas très chers, on va dire. 0 €. Ensuite, on est dans une ville comme Toulouse, par exemple, 30 € par mois pour aider à payer son loyer. Paris, intramuros, avec les loyers qu'on connaît, 60 € par mois. Ça a été calculé dans les années 70. C'est indigne. Oui, Ça n'a jamais été revalorisé. Jamais. Oui, donc c'est pour ça que le ministre s'est engagé, dans les semaines à venir, à mettre en place un observatoire des rémunérations et du pouvoir d'achat. Et il a beaucoup parlé du logement, effectivement, aussi. Parce que je pense que c'est un problème. C'est vrai qu'il y a un salaire d'enseignant dans la Creuse qui est le même que celui de Paris ou de la région parisienne. Effectivement, le prix du logement on n'est peut pas le même. finalement assez bien vivre, peut-être avec un salaire d'enseignant ou un double salaire d'enseignant dans la Creuse. Ce n'est pas forcément le cas dans la région parisienne. Donc il y a peut-être quelque chose à voir, effectivement, sur les aides au logement. Alors c'est ça qu'il va regarder, par exemple, cet observatoire. Il va prendre tous ces paramètres pour les... Alors, je ne sais pas exactement quel est le but de cet observatoire, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de paramètres effectivement à prendre en compte. L'endroit où on vit, enfin, je ne sais pas exactement sur quoi ça va aboutir. Qui observera? Cet observatoire sera composé de qui? Je ne sais pas, c'est encore en création. On a quand même le sentiment qu'on a toutes les données, qu'on n'a pas besoin d'un observatoire, parce que depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on a tous les... Vous les avez les données, mais est-ce qu'il ne faut pas les Bah, officialiser, les synthétiser et que quelqu'un les épluche? Si on parle de l'indemnité de résidence, moi j'étais récemment à Bordeaux, qui est devenue une ville très chère aussi depuis l'arrivée du TGV, etc. C'est vrai qu'il faut revoir ça, il faut revoir les débuts de carrière, donner une aide aux entrants, dans ce qu'on appelle les entrants dans le métier, ceux qui arrivent, parce qu'en général, vous êtes obligé d'avoir un ordinateur, vous êtes obligé d'acheter un certain nombre de logiciels. C'est stylo rouge. Moi, j'ai quand même on est obligé d'acheter nos stylos rouges. Rien n'est fourni. Vous n'avez pas de matériel fourni. Ah non, rien n'est fourni. Vous achetez tout vous-même. Oui, Il y a une question qui apparaît beaucoup sur le groupe Facebook aussi, qui m'a frappée et qui est très similaire à celle des Gilets jaunes, c'est les mères célibataires. Parce qu'effectivement, c'est une composante sociologique qu'on a aujourd'hui, qu'on avait peut-être beaucoup moins il y a 20 ou 30 ans. C'est des enseignantes qui se plaignent, qui disent « je suis seule avec mon enfant, mes 2 enfants, et je ne m'en sors pas, j'ai beaucoup de mal, j'ai 10 € sur mon compte en banque en fin de mois. » Et elles ne vont pas faire des heures sup. Mais ça, c'est un phénomène qui dépasse la condition enseignante. Et on le retrouve partout. Peut-être les questions du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire contre ces réalités Et ça, on le retrouve chez les Gilets jaunes, on le retrouve finalement dans toutes les strates de la société française. Et ça, c'est compliqué d'y répondre. Quelqu'un qui est seul avec 2000, 2500 € par mois en région parisienne, avec 2 enfants, c'est sûr que c'est compliqué de se loger, de faire face aux dépenses du quotidien, etc. 2500 €. 2000 €. 2500 € par mois, il faut déjà y arriver. Un prof des écoles ou un certifié actuellement commence à 1400 et quelques. Au bout de 10 ans, quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, il a 2000 €. Non comprise. Les corps de l'État, les fonctionnaires concrètement, n'ont pas leur mutuelle prise en charge, au contraire des salariés du privé. Donc ça, il faut le rappeler aussi. C'est-à-dire que quand je dis 1450 en début de carrière, vous enlevez la mutuelle, il ne reste pas grand-chose. Après un bac plus 5, je le répète encore. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toutes les professions? Pardon, mais je commence petit, puis voilà. Après, c'est une profession aussi, on avec progresse. Un bac plus 5 et un concours. 2 choses. Un bac plus 5 plus un concours. Toutes les professions ne demandent pas. Nous sommes des métiers intellectuels. Je ne dis pas ça par mépris pour d'autres. Je le dis pour qu'on réalise un peu. Les parents de France nous confient leurs enfants, concrètement, pour qu'on leur transmette des savoirs, et on est censé nous faire confiance pour ça. Donc on aimerait que cette confiance soit réelle, déjà, et qu'on nous paye à juste valeur, à juste titre. Puis par rapport à d'autres fonctionnaires de catégorie A, on est moins bien payé. On est payé 30% de moins. Donc, Après, il y a quand même aussi la question des vacances. J'imagine que vous avez plus de vacances, c'est un argument, et c'est vrai que c'est aussi un choix de vie aussi pour un certain nombre d'enseignants. Je ne dis pas que tous le font pour ça, mais c'est vrai que pour des mères de famille, avoir autant de vacances pour s'occuper des enfants, certes, ils travaillent pendant les vacances, mais ils n'ont pas de problème de garde d'enfants. C'est un avantage considérable quand même. Avec des horaires aussi qui, certes, ils travaillent chez eux, mais ils ont aussi des horaires qui leur permettent de s'occuper de leurs enfants quand ils en ont. Certes, tout le monde n'a pas d'enfants, mais bon, c'est aussi pas mal d'avantages dans ce métier. Il faut le rappeler. Concrètement, c'est ce qu'on appelle du télétravail. Dans plein de professions, le télétravail se développe. Ce télétravail chez les enseignants est occulté, minoré, pas reconnu. J'ai corrigé des copies le 1er janvier. Il faudra m'expliquer, à part peut-être les journalistes d'ailleurs, qui travaillent le 1er janvier. Vous, oui. Nous, oui. Les infirmières, beaucoup d'autres métiers. Je veux dire, on fait partie. Ça, c'est la fierté du service public. On a été oubliés dans les vœux du président, mais nous, on fait partie de ces gens qui travaillent le 1er janvier, au mois d'août. Je veux dire, nos vacances et notre temps de travail sont mêlés. Et ça, il faut vraiment que... Moi, je demande vraiment aux gens de l'entendre, ça, qu'ils arrêtent de nous envier ou de nous reprocher. Des vacances pendant lesquelles on réfléchit, on construit nos cours, on lit des livres pour construire nos cours, notamment en lettres. Bon. Mais c'est un temps de travail. On n'est pas tout le temps en train de bâiller aux corneilles.
Vraiment, c'est important de le dire. Jean-Baptiste, est-ce que ça suscite des réactions? Alors j'ai une réaction de Sur le Stéphane site. qui vous propose de rejoindre les Gilets jaunes et faire grève pour augmenter la pression sur le gouvernement. C'est envisageable? Nous n'avons pas exactement les mêmes revendications dans les faits, puisque je vous ai dit, nous sommes un mouvement de corps de métier. Nous, ce à quoi nous appelons concrètement, c'est un rassemblement. Nous appelons vraiment les syndicats à nous rejoindre, à être derrière nous. Nous avons la plupart du temps les mêmes revendications. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de personnes syndiquées parmi les gilets rouges, Tout à fait. les stylos rouges, pardon. C'est vrai que stylo rouge, Super Tout à avec fait. toutes ces couleurs. il Et y moi, a c'est- l'identité professionnelle qui n'a Tout pas à fait. forcément... Et les revendications. Exactement. Parce Exactement. que derrière ce côté Facebook, c'est neuf, etc., bon, dans le fond, les revendications, elles sont très très proches de celles des syndicats. Le packaging est différent, mais dans le fond, il n'y a pas de grosses Les causes différences. sont les mêmes. Oui. Les causes sont les mêmes. Mais c'est vrai que les thématiques pouvoir d'achat et les thématiques du respect sont des thématiques qui peuvent être communes avec celles des Gilets Mais nous, jaunes. on appelle à une union sans clivage partisan. Une union pour nous, pour nos métiers, De la pour profession. qu'on nous entende. Voilà. De la profession. Exactement. Jean-Baptiste, une autre remarque ou question? d'accord. Oui, une réaction de Vince qui dit, une question, est-ce que vous êtes favorable à la suppression des allocations familiales pour les parents d'élèves violents? Les Oui, ça, parents c'était qui sont des parents qui sont d'élèves violents, Alors, c'est une question délicate. qui est actuellement dans une... C'est-à-dire que effectivement, Jean-Michel Blanquer Voilà. répète depuis plusieurs semaines qu'il faut sanctionner, en tout cas, il faut responsabiliser les parents lorsque leurs enfants sont violents ou commettent des actes délictueux ou en tout cas sont insolents vis-à-vis des enseignants. par Et rapport pourquoi pas? Et donc la question de la suppression des allocations familiales, qui est un vieux sujet, qui a déjà été tenté par la droite à plusieurs reprises, lui a été posé. Il a dit pourquoi pas, tout est ouvert. Mais pour l'instant, rien n'est fait. De toute façon, ça n'a pas de sens parce que vous allez pénaliser, notamment on parle des femmes seules, des familles Tout à fait, des monoparentales. familles les plus pauvres. Ça va accentuer au contraire les problèmes de ces personnes et ça ne va pas résoudre les problèmes comportementaux de certains élèves. Mais la violence par rapport au corps enseignant est récurrente dans les commentaires sur la plupart des groupes. Il faut des, Depuis il faut assez des longtemps. réponses, mais cette Il faut réponse des doit être du réponses. rectorat. Il faut justement, mais j'invite Quelle tout le autre monde à réponse, aller par lire Pas exemple, de il pourrait vague. donner? Il vous Enfin, propose allez lire. quelque chose, il vous propose quelque chose, ça ne Oui, va t'as pas. raison. Quelle autre réponse, par exemple, il pourrait vous donner sur Par cette exemple, question de la violence des Quand élèves? on a eu le phénomène pas de vague, beaucoup d'enseignants ont dit nous d'abord ce qu'on veut, c'est des personnes dans les établissements et des personnes formées, Médiateur. c'est-à-dire des assistants d'éducation en plus pour pouvoir surveiller les parties communes des établissements, une assistante sociale, une infirmière, un psychologue, parce que quand vous avez un élève qui a un mal-être et qui peut se traduire par des phénomènes de violence, vous n'avez personne à qui l'adresser. Et il ne faut pas attendre le déclenchement de l'acte. Bon. Et la réponse c'est ah bah oui mais non, on va vous mettre des portiques, on sait que ça sert à rien. Mais qu'est-ce que vous on va- proposez, vous, dans ces cas-là, par des exemple? Est-ce que policiers. vous avez des idées, Ça n'a pas de vous, sens. à suggérer, à faire remonter? On a l'impression que si on vous donne une solution aussi, Oui, nous, quand ça on ne demande vous des convient équipes pas. pluriprofessionnelles et un suivi de certains élèves qui ont très vite un dossier, même certains dès l'école primaire, et qui ont besoin de personnes référentes. Il faut qu'on sache un peu quelle est leur histoire, qu'ils puissent être suivis, qu'ils aient un tuteur, qu'ils aient quelqu'un à qui s'adresser, qui puisse à un moment aussi les canaliser. Alors, ça veut dire que on l'a vu au moment du phénomène pas de vague, la sanction est nécessaire à des moments. Personne ne dit qu'il ne faille pas de sanctions, mais on ne va pas multiplier les conseils de discipline. Et puis le problème, c'est que la solution, malheureusement, et puis c'est ce qu'on a vu aussi dans le phénomène pas de vague, c'est bah oui, mais ils ne sont pas sanctionnés, il faut les exclure. Un élève Il faut violent, les à un moment donné, il faut exclure. l'exclure. Le problème, c'est qu'exclure un élève violent, c'est le renvoyer à un autre établissement. Oui. C'est décharger le se problème repasse, à exactement. quelqu'un d'autre. Rien d'autre à faire. Et on se repasse l'enfant, et on sait d'ailleurs que ces jeunes qui parfois sont multi-exclus finissent par décrocher de l'éducation le plus souvent. Donc c'est vrai que c'est une solution de court terme qui peut satisfaire l'équipe enseignante ou l'équipe qui se débarrasse du problème, mais en fait, voilà, Mais ce qui était ça dit résout surtout, rien. C'était le manque de soutien de l'institution. Oui, c'est-à-dire que le déni, que ça c'est quand- gratuit. Le déni de l'institution quand on dénonce des faits de violence dans les établissements, ça ne coûte rien d'arrêter d'être dans le déni. On l'a tous vécu. Tout ça. bêtement. Le Ça prof n'a pas- qui vient ça, se c'est zéro. plaindre du comportement d'un élève, alors c'est pas forcément un acte très violent, mais qui par exemple refuse de sortir ses affaires, ou refuse et à qui on dit ah bah oui mais c'est parce que vous ne savez pas vous y prendre. Exactement. Exactement. Avec tel élève. Donc, et ça c'est vrai que c'est insupportable parce qu'on individualise les problèmes qui sont des problèmes professionnels. Sur la question de la réforme du baccalauréat et la réforme du lycée,
on a l'impression que c'est pas tellement, vous l'avez cité un petit peu tout à l'heure, mais on a l'impression que c'est pas quand même le cœur du mouvement aujourd'hui, Marie-Estelle. C'est pas le cœur parce que ça ne concerne pas tous les enseignants déjà. Oui, Ça concerne uniquement les professeurs de lycée, la réforme du lycée. C'est plus vaste que ça. Les professeurs de... Donc c'est pas ça du tout qui a déclenché Non. ces initiatives. Après c'est vrai que les syndicats, notamment le SNES, qui est représenté par Madame Roulet, souhaitent de fortes modifications concernant cette réforme. Ils sont pas du tout, ils sont très hostiles à cette réforme. Mais en tout cas, ce mouvement n'est pas là pour nuire particulièrement à ces réformes-là et empêcher Jean-Michel Blanquer de les appliquer. Non, mais ça fait partie C'est dans le manifeste. Ça fait aussi. partie. C'est dans le manifeste. C'est dans le manifeste. Ça contribue, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça contribue clairement à supprimer des postes. C'est le but de cette réforme. Je le Qui répète. sont remplacés par des heures sup. Tout à fait. C'est ce qui a dit. Il y a Jean-Michel Blanquer a dit des je disciplines rends qui vont y perdre si on prend les lettres classiques. du pouvoir d'achat aux perdent enseignants. terriblement. Clairement, les lettres Allez, classiques, terriblement. Toute dernière question donc de Jean-Baptiste pour C'est conclure. pas vraiment une question, c'est Ouna et Cyril qui vous proposent de créer une cagnotte, comme il a été créé récemment pour les JO. L'opération peut être intéressante. C'est la grande mode là. Oui, c'est la mode des cagnottes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Jean-Baptiste aussi. Merci et aux internautes, tous les très internautes actifs. qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci Benjamin Bazin et toute l'équipe de réalisation. Merci à l'équipe de préparation. Et tout de suite, c'est le Talk présenté par Yves Tréhard qui reçoit Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. À très vite sur Figaro Live.